Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 9 novembre. Aujourd'hui, on vous parle rugby en plateau, ensuite Money Money avec le budget de la ville de Gland et puis on dépensera cet argent peut-être au forum de la nouvelle économie et en images. Retour sur le dernier conseil communal de la ville de Nyon. Sur le terrain, on fait la fête. Avec toi, Alexandre, ça y est, le Caribana a dévoilé sa programmation. Salut Andrea, oui, je suis à la parenthèse ici avec Samuel Gallet, programmateur du Caribana. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors le Caribana vient de dévoiler ici à la parenthèse ce matin l'affiche, ou plutôt le programme, le menu de son édition 2022 qui se tiendra du 15 au 19 juin prochain. 30e édition donc, avec au menu The Offspring, Maes, Louane, Mika, Fatboy Slim. On va parler de tout ça justement et de ce programme, mais déjà comment vous vous sentez, Samuel Gallet? 2 ans sans Caribana, ça y est, maintenant il est de retour. Oui, effectivement, c'était une longue pause, trop longue pause. Il y avait quand même l'espoir jusqu'à ce printemps que l'édition 2021 ait lieu. À un moment donné, on a compris que ça ne servait à rien d'insister, qu'il fallait plutôt prendre un peu de temps. Et on s'est très vite remis à penser à 2022, quel artiste garder par rapport aux deux éditions qui ne se sont pas données. Et en fait, on a fait le choix de repartir sur une bonne partie d'une programmation nouvelle pour essayer de rester un peu sur les tendances actuelles, d'avoir des formations fraîches et qui collent à ce qui pourrait faire sens en 2022. Expliquez-nous un peu comment se font ces choix-là, parce que du coup on retrouve certains artistes comme The Offspring ou Powerwolf qui étaient déjà annoncés en 2020, le rappeur Maes aussi que vous avez gardé, et le reste de la programmation, il y a pas mal de renouvellement aussi, une soirée francophone le jeudi avec Louane et Mika, je le disais, mais comment on fait ce genre de choix quand on est programmateur, de se dire ok, ceux-là je veux les garder, cela peut-être que je vais renouveler parce que l'actualité change et bouge en 2 ans. Comment vous faites? Mais il y a effectivement ce point-là qui a été important pour nous, c'est de se dire mais qui est-ce qui fait sens encore 2 ans après? Parce qu'évidemment, quand on fait des choix pour une certaine édition, c'est lié à l'actualité de l'artiste, les dernières sorties, albums, singles et autres. Et pour nous, typiquement, les choix de Powerwolf et The Offspring, c'était des choix qui ont été simples à renouveler. Et typiquement, The Offspring, c'est un artiste donc américain. Ils avaient prévu une tournée en Europe à cette période-là. Et ils nous ont très vite dit qu'ils allaient la reporter à 2022. Donc les choses se sont mises en place très rapidement déjà ce printemps. Et c'est vous qui faites ces choix-là, ou bien est-ce qu'il y a aussi forcément les managements des artistes qui décident que ces artistes-là ne tourneront pas en 2022, qu'on repousse à l'année d'après, ou bien qu'on change carrément de festival? Alors ça, c'est donné pour 2021, où certaines tournées, certains artistes avaient pris le parti, entre guillemets, de se dire il ne va pas y avoir de festival pendant l'été 2021, donc on sort du circuit. Et dans certains cas, on s'est reposé la question pour 2022 et d'autres n'allaient simplement pas être disponibles. Ça nous a aussi donné la possibilité de repartir sur de nouvelles idées. Alors j'aimerais parler de vous, Samuel Gallet, et puis de votre travail, puisque donc vous êtes nouveau, ou plutôt pas vraiment nouveau, parce que vous étiez dans l'équipe du Caribana de 2000 à 2009, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure, voilà. Et maintenant vous êtes de retour depuis cette année, vous avez repris ce poste à la programmation. Alors on voit dans les lignes de ce programme qu'on reste sur une ADN du Caribana, à savoir un mercredi soir très rock avec The Offspring, un jeudi soir très pop, un vendredi plus électro avec Fatboy Slim notamment, un samedi musique urbaine, et puis on parlera aussi du dimanche avec le e-sport Super Smash Bros bien sûr, mais j'aimerais savoir, avec cet ADN du Caribana qui a des couleurs par soir, quelle est votre marge de manœuvre à vous? C'est déjà quelque chose qu'on avait initié à l'époque lors des années où j'étais présent dans l'équipe de la programmation du Caribana. Donc c'est quelque chose qui colle, je dirais, à Caribana depuis longtemps. C'est aussi l'idée d'être varié au niveau des styles de musique et de pouvoir toucher et présenter des artistes à différents types de publics. Parce qu'on se dit que, restant en Suisse romande, le potentiel n'est pas forcément suffisamment important pour avoir 4 soirées identiques, ou même que 2 soirées identiques. Donc d'ouvrir la palette des styles de musique, ça a toujours été très important pour le Caribana. Et on le fait même au sein d'une même soirée ou de même soirée. Typiquement, le mercredi, on a une soirée, en début de soirée qui est très métal, autour de Powerwolf, avec Ad Infinitum et Prométhée, ce groupe de Genève. Et une deuxième partie de soirée qui est plus rock punk, autour de The Offspring, ou les Anglais de Holding Absence, ou Grandson. Donc, même au sein d'une même soirée, on a souhaité présenter des palettes du rock qui sont assez variées. À quel point est-ce qu'on y met de ses propres goûts quand on est programmateur dans un festival comme celui-ci? On essaye évidemment aussi un peu, peut-être plus sur les découvertes, sur les artistes qu'on présente sur la scène du lac, où il y a des touches un petit peu plus personnelles. Après, je suis pas seul dans l'équipe de programmation du festival. Il y a 3 collègues avec Sarah, Afid et Yves qui font partie de la programmation de l'équipe
programmation, en plus de Tony, le président du festival. Donc, du côté du festival, on est les 5. Il y a quand même un pool d'idées qui sont partagées au niveau des artistes suisses aussi. Et aujourd'hui, on a présenté la programmation principale des 2 scènes, mais il y a aussi des bars. On a mentionné rapidement lors de la conférence de presse la nouvelle affectation qui va être faite avec la plage, où c'était plutôt des musiques électroniques tous les soirs. Et là, on va partir sur des artistes plus solo, duo, acoustique, des choses un petit peu différentes, tout en essayant de rester un peu collé au thème de chacune des soirées. Donc un peu de vos propres choix et de votre touche aussi, de vos couleurs. J'aimerais savoir aussi au niveau des restrictions avec le Covid. Alors pour le moment, à l'heure où on parle, le festival sera ouvert avec le pass sanitaire. Donc les festivaliers devront se présenter avec le pass sanitaire. Je veux savoir dans la programmation, à quel point est-ce que ça vous a freiné aussi, à quel point est-ce que vous vous êtes dit on part sur des artistes internationaux ou bien est-ce qu'on se concentre vraiment sur des artistes en francophonie et en Europe? On en a tenu compte, c'est clair. Typiquement, peut-être pas au niveau européen ou anglo-saxon ou anglais, mais en l'occurrence, l'année prochaine, il va y avoir que 2 artistes qui viennent des États-Unis. On n'a pas d'Australiens. Il y a encore à l'heure actuelle des restrictions assez importantes pour ces artistes-là et les personnes qui viennent d'Australie en général au retour. Ils doivent encore faire des quarantaines. Et il y a des tournées qui n'ont typiquement pas lieu l'année prochaine venant d'artistes australiens à cause de ceci. Ça représente des budgets importants pour toute une équipe qui doit rentrer en Australie, être en quarantaine pendant 2 semaines. Donc on a forcément tenu compte un peu de ça, mais en se disant qu'effectivement, à l'heure actuelle, grâce au pass sanitaire, la vaccination qui est quand même relativement avancée dans beaucoup de pays européens, on devrait continuer d'aller vers du plus beau si possible. Et maintenant, effectivement, les gens qui achètent des billets dès l'ouverture de la billetterie demain doivent tenir compte qu'à l'heure actuelle, ce sera lié au pass sanitaire, en espérant que les choses évoluent dans le bon sens jusqu'à l'été prochain. Et c'est pour cela aussi, je le précise quand même, que le Caribana a annoncé relativement tôt, il y a pas mal d'autres festivals qui vont suivre aussi, d'annoncer très tôt aussi cette programmation pour l'été prochain, parce que bien entendu, on imagine que vous comptez aussi sur cette vente de billets plutôt que prévu. Pour terminer quand même, la question bateau du journaliste à un programmateur, mais si vous avez un coup de cœur dans cette programmation. Bonne question, oui. Il y en a plusieurs, mais je pense que... Les 1, Samuel Gallet. Alors, Grandson, le mercredi. Alors, dites-nous pourquoi. C'est un artiste que personnellement, effectivement, je suis depuis 2 ans. J'ai trouvé que son mélange rock alternatif avec un peu de hip-hop, c'est très intéressant. Et aussi sa voix, sa présence sur scène, c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samuel Gallet. Merci beaucoup. Voilà, Andrea, pour le côté programmation de ce 30e Caribana. Et puis, on recevra tout à l'heure le directeur Tony Lerche pour parler un petit peu plus largement du festival et puis de la manière dont un festival fait face à ces 2 ans d'absence pour revenir l'année prochaine. D'ailleurs, Alexandre, toi qui as une pointure de la musique, qui a des connaissances de ce côté-là, si tu devais avoir quand même ton petit préféré de la programmation, ça serait lequel ? Allez, je vais casser tes attentes et je vais te dire que je me réjouis de voir Louane sur la grande scène. Et c'est vrai. Vas-y, fais-nous une petite note. C'est le jour 1, c'est comme ça ? Non, tu ne comptes pas sur moi là-dessus. Non, là tu te dégonfles, Alexandre. On sait que tu sais chanter. Allez, on est dans un esprit festif. La conférence de presse vient d'avoir lieu là au Caribana. Vous m'avez l'air bien silencieux d'ailleurs. Oui, effectivement, oui, parce que là, c'est vrai que la plupart des journalistes sont partis. Il y a eu un showcase aussi de l'artiste genevoise La Colère sur la scène que vous ne voyez pas, qui est juste derrière ce téléphone. Donc oui, voilà. Et puis là, la musique, c'est gentiment tu. Les verres ont fini de clinquer, mais on est toujours là avec l'équipe du Caribana. Donc à tout de suite. Chauffe-toi la voix, on te retrouve tout à l'heure. Du côté de Gland, la ville a dévoilé son budget 2022 qui prévoit un léger excédent de charges d'un peu plus d'1,4 million de francs. Un budget qualifié par l'exécutif de déficitaire, mais en bonne voie. Les explications du municipal en charge des finances, Gilles Davoine. Un excédent de charge toujours, mais qui est largement inférieur aux excédents des dernières années. 1 411 000 francs de charges en plus que des revenus, mais pour une marge d'autofinancement positive, elle largement plus positive aussi que les budgets des dernières années à 4 336 550 francs pour être très précis. On est toujours un tout petit peu en négatif, mais de mieux en mieux. Et puis les comptes sont toujours positifs à la fin, et ça sera le cas en 2021, et ce sera certainement le cas en 2022 avec un aussi petit excédent de charges.
Enseignement de ce budget, finalement, le Covid n'a pas eu d'impact sur les finances communales. Non, ça a été la surprise. On a déjà vu ça l'année dernière. Le Covid ne semble pas avoir d'impact sur nos finances, ni sur les revenus. C'est vrai qu'on a un gros contribuable à Gland dont on sait tous qu'il a plutôt fait des bonnes affaires pendant le Covid. Et puis les revenus des personnes physiques sont restés stables. On va avoir des personnes en plus en 2022 grâce notamment au quartier de la Combat. Donc ces revenus augmentent également, ce qui fait qu'on a des revenus en large augmentation de manière générale. Qui dit budget dit projet. Alors quels sont ces projets que vous allez développer ? On a toujours de nombreux projets. Alors, ils ne sont pas en fonction du budget, puisque le budget, c'est le fonctionnement. Les projets, c'est de l'investissement. L'investissement, eh bien, on verra. On a des projets, alors, en ce qui concerne Médicaster, il y en a qui sont déjà passés. Le centre sportif en bord, qui va se construire certainement au printemps-été de 22, va se construire. Il est déjà là, le centre sportif, mais avec pas mal d'installations inédites supplémentaires. Il y a le projet de patinoire, mais qui, lui, ne devrait pas nous coûter. Ça sera plus dans le budget de fonctionnement après qu'il faudra voir ce que ça donne. Et puis on a notre projet pour l'instant phare sur cette législature qui a été acquis dans la dernière, c'est le VVF, où on devrait avoir quelque chose de vraiment très intéressant pour l'ensemble de la population qui devrait arriver. En 2022, il y aura certainement une augmentation des revenus liés aux personnes physiques et morales. Et parmi ces personnes morales, on verra peut-être un nouvel acteur, enfin le McDonald's à Gland. Peut-être, effectivement, en 2022, là actuellement, on est au bout du projet routier voulu par le canton. Donc on est au bout de cette procédure-là. Quand cette procédure-là sera terminée, eh bien, on pourra revenir à la procédure de base avec les oppositions sur le permis de construire lui-même. Et puis ça dépend des opposants. Si effectivement ils décident d'aller faire recours au tribunal cantonal, voire au tribunal fédéral, alors c'est pas encore en 2022 qu'on aura des recettes provenant du McDonald's. Et puis sinon, oui, ce serait possible à la toute fin 2022 que le McDonald's soit là. Mais vraisemblablement, vu les opposants, je pense que c'est plutôt pour 2023. Conférence, table ronde et réseautage au menu de la deuxième édition du Forum Nouvelle Économie le 10 novembre prochain au Théâtre de Grandchamp. Johanna Bertz, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la promotion économique pour la ville de Gland. Alors chouette, on le dépense ce budget avec vous, mais il ne permet pas forcément des folies. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de vous parler des projets de la ville de Gland. Et s'il y a des projets qui dépassent le budget, ce n'est pas les projets de la promotion économique. C'est ce qu'on dépasse dans le cadre du Forum, c'est le nombre d'inscriptions. Nous avons déjà 220 personnes inscrites. Ça dépasse le chiffre qu'on a attendu, surtout dans la période qui est un peu plein de moments imprévisibles. Ouais, alors je vous embête un petit peu, mais avec ce budget qui est aussi plus difficile aussi à dépenser finalement, ça permet aussi d'être sacrément innovant. C'est ça, c'est l'innovation, c'est quelque chose que nous souhaitons stimuler dans le cadre du prix Nouvelle Économie qui était à l'origine de ce forum. C'est le prix Nouvelle Économie, c'était un appel à projet où la ville de Gland a invité des porteurs de projets, des entreprises déjà installées à Gland ou des entreprises qui envisagent à s'installer à Gland, de postuler, de présenter leur candidature et partager cette créativité, cette innovation avec nous. Alors le jury a délibéré ce matin, résultat demain soir au Théâtre de Grandchamp, suspense, on n'en dira pas plus, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement ? On cherche des projets qui auront un impact concret sur la ville des Gland, sur les habitants, sur leurs habitudes de consommation également. On cherche des projets qui se remarquent par les critères que nous avons listés, notamment la proximité. Je pense qu'on a tous envie de retrouver ce cadre de proximité et à Gland, on a de la chance de pouvoir le faire. Tout ce qui est partenariat, on souhaite favoriser la collaboration, être un peu moins dans l'esprit de compétition, mais plutôt se mettre ensemble, se fédérer, mutualiser des ressources. Ça permet aussi de diversifier, d'être plus solide, plus résilient dans le cadre du contexte économique qui est toujours un peu imprévisible et difficile. Ouais, alors évidemment, il y a cette partie officielle, une partie festive aussi, mais le but finalement de ce forum de la nouvelle économie, qu'est-ce que c'est ? Le but du forum, c'est surtout de se réunir tous les acteurs de l'économie locale. Et l'économie locale considère au sens large. On a pensé à inclure aussi les représentants des métiers du terroir, donc ce secteur primé qu'on oublie des fois, mais qui est essentiel. C'est aussi la base de notre économie, notamment à Gland, qui était
il n'y a pas si longtemps, un petit village agricole viticole. On a pensé bien sûr à inviter des sociétés, des entreprises technologiques. On a des startups innovantes à Gland, on ne le connaît pas trop, vous auriez la chance de le découvrir demain soir. On a pensé à inviter aussi des micro-entrepreneurs. Il y a des personnes qui ne se sont même pas concernées par cette idée de l'économie sérieuse, mais qui contribuent quand même avec leurs mini-projets qui font la différence. Ouais, c'est vrai que quand on parle économie, forcément, on a cette image aussi très bling-bling. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on entend ces conférences, on pense souvent à toutes ces conférences TEDx, on pense aussi parfois à Steve Jobs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ça la question, mais on a finalement l'impression que c'est tous des gens qui sont maîtres de l'illusion. Ce n'est pas le cas à Gland. La nouvelle économie à Gland, c'est l'économie réelle, l'économie qui fédère des personnes qui souhaitent avoir un impact concret ici, à Gland, localement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le but, c'est que créer des passerelles entre tous ces gens, que toutes ces personnes-là, on peut citer aussi, par exemple, le passeport glandois qui est distribué aujourd'hui aux Glandois, c'est que tous ces gens puissent avoir un lien. Si on ouvre la page, au hasard, Aïda Léman, musique, danse et théâtre, alors voilà, et puis on ouvre une autre page, création artisanale de couture fabriquée à Gland, c'est de créer des passerelles entre ces personnes-là. C'est ça. Il y a beaucoup d'initiatives d'ailleurs dans ce passeport qui sont peu connues et les gens sont ravis de pouvoir le découvrir et de pouvoir faire le choix de consommer localement, d'acheter par exemple ces cadeaux de Noël à Gland en profitant des offres spéciales dans le passeport. Mais pour créer un match justement entre deux personnes, qu'est-ce qu'il faut ? La volonté, il faut juste la volonté d'identifier des opportunités. Ces opportunités vont se présenter aussi au forum demain, où on souhaite aussi accompagner nos participants, nos visiteurs dans ce réseautage pour qu'ils soient pertinents et apportent des fruits concrets. Ouais, alors Johanna, vous êtes responsable de la promotion économique. C'est vrai que vous avez aussi un parcours aujourd'hui dans cette économie-là, aussi de par votre expérience. Vous-même, vous avez créé une entreprise. Si vous deviez donner des conseils aujourd'hui ou un conseil aujourd'hui aux gens qui souhaiteraient se lancer, qu'est-ce que vous leur dites ? Surtout être proactif, chercher des solutions, chercher des inspirations partout et anticiper des tendances. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un moment où on peut s'adapter, mais on peut aussi innover et proposer des solutions qui n'existaient pas hier, mais ils existent pour leur futur. Johanna Baird, responsable de la promotion économique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc le 10 novembre prochain au Théâtre de Grandchamp pour cette deuxième édition du Forum de la Nouvelle Économie. On passe à Nyon, retour sur le dernier conseil communal. Seul le conseiller Sacha Soldini a déposé une interpellation concernant les dysfonctionnements de l'administration communale. L'UDC demande que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Sacha Soldini, les problèmes que connaisse l'administration ont rebondi ce soir au conseil communal de la ville de Nyon grâce à votre interpellation. Quel était son objet ? Écoutez, ils ont rebondi tout d'abord dans la presse. En fin de semaine passée, effectivement, l'administration communale de la ville de Nyon, surtout deux services, le service d'administration générale et le service des ressources humaines, ont connu des graves problèmes ces derniers temps, des graves dysfonctionnements avec des absences prolongées au niveau des chefs. On a vu par le passé que d'autres chefs de service ont quitté le navire de la commune, toujours avec des rumeurs, les mêmes rumeurs, et c'est des bruits qui courent constamment à chaque fois qu'il y a un chef qui n'est plus présent sur le poste de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, l'interpellation avait vraiment pour but de demander des éclaircissements à la municipalité par rapport à ce qu'elle savait, ce qu'elle pouvait communiquer et ce qu'elle comptait faire pour régler le problème. Parce que c'est totalement intolérable dans une ville comme Nyon, plus de 500 employés, si ça ne fonctionne pas bien au niveau de la gouvernance, c'est invivable pour le personnel. Alors vous venez de le dire, c'est intolérable pour la ville de Nyon. Ce qui se passe pourtant, finalement, il y a avec vous qui êtes quasiment monté au front. Écoutez, j'étais même surpris que j'étais le seul cité dans le journal. Je pensais que les médias allaient faire le tour des chefs de parti par rapport à cette problématique. Et non, finalement, je me suis retrouvé le seul à intervenir ce soir. J'ai eu des réponses aux questions posées. L'affaire est bien évidemment à suivre de très près. J'espère que la municipalité fera tout son possible pour régler au plus vite ces problèmes, pour retrouver une ambiance sereine au sein des services et de l'administration générale et surtout ressources humaines et le SAG. Permettez-moi d'insister, mais tout de même, c'est l'UDC qui monte au front et c'est pas, par exemple, le PS. Écoutez, alors certains diront que je suis le candidat malheureux à la municipalité, c'est pour ça que j'essaye de monter au front là-dessus, mais c'est absolument pas vrai. Ce qui se passe simplement, peut-être, c'est que l'UDC n'a pas de représentant à la municipalité, donc n'est peut-être pas informé comme les autres groupes politiques de ce qui se passe à l'interne. Bref, on entend dire de la bouche de certains conseillers que si les réponses n'arrivent pas en décembre, alors là,
Cette fois, ils monteront aux barricades. Vous pensez vraiment qu'on aura des réponses d'ici décembre, d'ici le prochain conseil? Écoutez, vu la réactivité qu'a eu notre syndic sur votre chaîne de télévision, la longue interview qu'il a accordée à votre chaîne de télévision, j'espère qu'on aura des réponses. Je pense qu'on n'est pas les seuls à l'attendre. Il y a aussi les employés communaux qui les attendent. Il y a aussi les administrés, enfin les citoyennes et les citoyens qui attendent ces réponses. Et je pense que malheureusement, être sous les projecteurs pour ce genre de problématiques, je crois que la commune s'en passerait bien. C'est que la presse qui a mis ça en lumière. Vous n'avez pas d'oreille au sein de l'administration communale. Les partis n'ont pas d'oreille de ce qui se passe et du mal-être qui semble être, comme vous l'avez dit, prégnant. Écoutez, les oreilles, c'est clair, quand on est élu, des gens viennent vous expliquer des choses, mais ça reste j'ai envie de dire, des bruits de couloir sur lesquels on ne peut pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être diffamatoire, on risque de donner des fausses informations qui peuvent porter préjudice à des personnes. C'est pour ça qu'on demande vraiment que la municipalité communique en temps réel tout ce qu'elle peut communiquer pour faire, si possible, taire ces rumeurs qui font plus de mal qu'autre chose. Fin du match, au prochain épisode, au prochain conseil. J'espère que la deuxième mi-temps sera déjà bien avancée, mais j'espère surtout que cette problématique puisse être réglée très rapidement, parce que plus ça traîne et plus les problèmes s'aggravent. À la mi-saison, le Nyon Rugby Club termine 3e du classement du championnat. On en parle avec le nouveau président du club, Thierry Horstrasser. Bonjour. Bonjour Léa. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de faire justement le bilan de cette saison, je propose qu'on parle un petit peu de vous, puisque vous avez été élu, vous avez pris vos fonctions en septembre dernier. Vous avez aussi une longue vie dans ce club. C'est un club que vous connaissez bien. Vous êtes un passionné, vous aussi, de rugby. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous dites « Tiens, j'ai envie de m'engager et de devenir président du club » ? Tout un concours de circonstances. On va dire que j'étais engagé au sein du comité des vétérans pendant une année et un peu plus. Après, j'étais engagé au sein du comité du club pendant cette année Covid. Et les choses ont fait que pas mal des gens présents ont décidé de mettre un terme à leur mandat, dont le président Fabrice Ronzier, et qu'il a fallu composer avec la fin d'une saison blanche et une nouvelle saison à venir. Donc on s'est concerté avec les entraîneurs, avec certains autres, et puis ils ont vu en moi peut-être la personne à pouvoir faire ce job. Ouais, alors au moment de votre arrivée justement au sein du club, j'imagine que vous avez fait une cartographie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit de ce club? Alors il y a beaucoup de positifs. On a un club qui a plus ou moins 200 membres aujourd'hui, des sections juniors, des sections seniors, des sections féminines, une section vétérans, une association des anciens, un anniversaire de 50 ans l'année prochaine. Donc, beaucoup de positifs. Après, un aspect opérationnel à peut-être regarder de plus près. C'est sur quoi on s'est attelé maintenant, sur ce début de saison. L'aspect opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est-à-dire qu'on cherche un peu à digitaliser le club pour rendre du temps aux gens du comité, à pouvoir, dès ce point-là, aller chercher justement à mettre en place un peu plus des procédures pour les jours de match, pour ce genre de choses, pour bien que ça fonctionnait, histoire d'aller sur les détails et d'aller de l'avant pour justement donner du temps pour certains projets qu'on a en tête. Oui, mais là, vous me faites peur. Est-ce qu'il y a encore du sport? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ces joueurs de jouer au rugby? Le sport est là, la preuve on est avec les résultats. On a pu serrer les cours justement au travers de ces sections au début de championnat, où on a commencé avec 3 défaites, mais on a pu ramener justement des vétérans en équipe 2, histoire de donner sur le réservoir de l'équipe 1. Donc oui, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est pour ça qu'on est peut-être un peu discret pour l'instant, mais c'est pour mieux rebondir sur la deuxième partie de saison. Ouais, pourquoi être discret? J'ai presque l'impression que vous êtes un petit peu timide, parce que c'est vrai que l'âge d'or du Nyon Rugby, on l'a tous vu, on y a tous assisté, avec ces grandes victoires, vraiment cet âge d'or. Est-ce que cet esprit, il est encore là, ou est-ce qu'aujourd'hui, il s'effrite un petit peu? Non, il ne s'effrite pas. Il s'effrite pas. Il est là, il est présent. Il faut qu'on aille de l'avant avec ça. On a l'envie de la gagne. On a un superbe groupe. Donc non, il ne s'effrite pas. Ouais, à votre avis, ça passe par quoi? Parce que les mauvaises langues diront que voilà, on est passé d'un club champagne à un retour du club bière. Est-ce que c'est ça, l'esprit du club? Non, je ne le vois pas comme ça, dans le sens où on a toujours été un club local, pas champagne quand il a eu ses heures, club bière aujourd'hui, non, c'est pas le fin mot. Un club peut-être plus inclusif, oui.
Ouais, un club plus inclusif avec, justement, comme vous le disiez, hein, les vétérans, les femmes, les hommes, réunir tout le monde, ça c'est votre souhait. En termes de sport, justement, voilà, à l'heure du bilan de cette mi-saison, on peut le dire quand même, 3e position. Là, la pause est méritée, mais on doit faire mieux maintenant pour la suite. Est-ce qu'on peut espérer mieux? 3e, 2e, 1re position? Alors, on est déjà bien, parce que ça nous permet déjà de jouer les playoffs, mais le championnat, il faut avouer qu'il y a beaucoup de rebondissements cette année. Tous les clubs comme nous ont eu un départ, soit en trombe, soit maintenant avec une petite baisse de régime. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 2 effectifs complets. On y est parvenu ces dernières semaines. Donc, on a de quoi voir pour aller gratter plus haut à la fin de saison. Ouais, reprise de saison, rappelez-moi la date, 27 mars, c'est juste? 27 mars. Oui. 27 mars. Et puis une autre date à vous communiquer à la maison, une date importante, c'est ce 13 novembre à Collovray aura lieu le Swiss Rugby Day. À quel point, justement, est-ce que les membres du club sont impliqués dans l'organisation de cette journée-là? On pourra voir notamment des matchs internationaux, des équipes de Suisse féminines et masculines, mais comment est-ce que le club est impliqué dans l'organisation de cette journée? Alors, c'était une grande implication, et justement là, les liens intra-section, si je peux m'exprimer comme ça, ont beaucoup aidé, dans le sens où on a pu justement récupérer des gens de l'association, des anciens qui avaient l'expérience de ces manifestations avant, qui sont venus nous donner un coup de main, parce qu'en la période actuelle, avec le Covid, etc., je peux aussi remercier la ville de Nyon, le service des manifestations, le service des sports, qui nous ont aidés à enfin avoir l'autorisation d'avoir cette manifestation samedi avec la jauge des 1000 personnes dues au Covid. Donc ça, c'est une chose. On a eu une partie administrative et d'organisation. La deuxième, au sein du club, toutes les sections vont être représentées samedi. C'est plus de 60 bénévoles qui vont venir au stade samedi nous aider dans l'aspect logistique, parking, buvette et accueil. Et pour assister à des matchs de rugby, rendez-vous donc le 13 novembre à Collovray. Et puis, retour de la saison le 27 mars, Thierry Horstrasser, je vais y arriver. La nouvelle du jour, c'était évidemment le Caribana. Est-ce que vous êtes plutôt team musique française, rock, rap? Je vais être dans la team rock, on va dire. Team rock. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous me disiez avant de commencer l'émission que la Parenthèse était un lieu qui était bien connu de l'équipe. Alors, il y a historiquement, comme je vous l'avais dit, ce lieu a été loué par le club et c'était son clubhouse. Ça s'est arrêté fin des années 90, début 2000 et maintenant c'est devenu un lieu que Ben gère à merveille avec des superbes concerts et c'est vrai que quelques joueurs se retrouvent pour aller les mélomanes. Voilà. Ouais, les mélomanes pour profiter de Ben, de la Parenthèse. On salue d'ailleurs Ben s'il nous entend. Et puis on retrouve Alexandre toujours à la Parenthèse avec Tony Lerche, directeur du festival. Oui, exactement, Andrea. Tony Lerche, bonjour. Oui, bonjour. Directeur du Caribana Festival, j'ai envie de dire, soulagé aujourd'hui? Oui, alors c'est un gros ouf de soulagement. On trépignait depuis un moment. La progrès, elle était pas... 2 ans, hein? Oui, 2 ans, et c'est clair. On a retenté 2021, ça s'est pas fait. La progrès était presque sous toi. Maintenant, on a dû la réadapter effectivement à l'ère du temps, parce qu'on aime bien être dans le coup. Mais c'est vrai que là, on n'en pouvait plus garder pour nous tous les secrets qu'on va vous proposer cette année. Et alors donc, Caribana, 30 ans, j'aimerais savoir, ces 2 années d'absence, comment on fait un festival après 2 ans d'absence? On innove en fait, on trouve des solutions pour s'en sortir, pour faire vivre le festival, l'association Caribana, le nom, et puis les artistes aussi, parce que sans artistes, on n'est rien. Et puis on essaie de proposer des choses que le public va aimer. Et puis on a eu de la chance que le Caribana Event a été tellement bien accepté qu'avec 60 000 spectateurs en virtuel, enfin virtuel à l'écran, pour nous c'est un exploit. Et je crois que c'est un exploit pratiquement national dans ce domaine. Comment on s'en sort financièrement ces 2 ans d'absence? Là, on a eu quand même de la chance d'être bien soutenu par les votations et les autorités, puisque le canton de Vaud tient à ces festivals. Ça, je remercie vraiment le CERAC parce qu'ils ont tout fait pour sauver les artistes, tous les gens qui sont dans le spectacle, dans la culture, et puis tenaient vraiment à nous aussi dans les gros festivals. On était très bien considérés, ce qui nous a flatté quand même, parce qu'on ne pensait pas qu'on avait autant d'honneur à ce niveau-là. Pas de, pour l'avenir et pour 2022, vous êtes serein sur la santé financière, on va dire, du festival? Alors, on a dû recapitaliser un peu puisqu'on touchait que 80% de nos dépenses. Donc, on a dû quand même trouver des solutions pour survivre. Mais là, on est aussi solide, je dirais, qu'avant le Covid, pratiquement. Et nos partenaires, je remercie nos sponsors, ils sont tous repartants. Nos business angels également. Donc, on a
finalement, on n'a pas perdu de crédit. Je vois aussi que notre public était là et on a augmenté nos bases de données sur Facebook et sur Instagram. Donc, c'est assez fantastique dans une crise pareille de sortir pratiquement un petit peu mieux pour redémarrer la vraie édition. Alors, vous parlez d'innovation, Tony Lerche, on a parlé de la programmation musicale avec Samuel Gallet tout à l'heure, mais j'aimerais bien m'attarder sur un petit point avec vous, c'est cette fameuse journée du dimanche avec le e-sport. Alors, c'est un événement que vous vouliez faire déjà en 2020, qui n'a pas pu se faire pour les raisons qu'on connaît. Maintenant, vous persistez et signez, ça sera fait en 2022. Pourquoi faire une journée e-sport au Caribana? J'en sais rien. Non, c'est parce que Ivan, un spécialiste du domaine, a eu cette idée, il nous a proposé, a dit que c'était en phase avec ce qui se passait. Je pense qu'il y a un gros décalage maintenant, même le marché musical, le marché du spectacle se décale gentiment quand même sur les écrans. Et nous, on a voulu intégrer ces écrans à la fête, en fait. Donc, c'est un mix qu'on va faire. On va faire un e-sport assez nouveau, un e-sport en plein air, en outdoor. Donc, c'est le premier événement suisse de cette taille. Moi, je peux pas vous dire si ça va marcher. Par contre, je trouve que l'équipe qui veut le faire est tellement motivée. Je me réjouis de mélanger ces gamers qu'on croit être dans les caves avec des artistes et puis de mettre tout ça sur un terrain et de faire la fête ensemble finalement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Tony Lerche, on peut pas se contenter d'être un simple festival de musique, mais qu'il faut proposer d'autres choses? Ben, en tout cas, dans le Covid, le fait qu'on ait proposé de l'activité visuelle au public en streaming, parce que je suis le premier qui aimait pas vraiment ça, mais il faut dire qu'il y avait vraiment de l'émotion au niveau des artistes, à notre niveau, et puis je crois que le public a répondu présent. Donc, finalement, il faut aussi proposer des choses quand ça va moins bien, et le e-game, ben, ça va pas moins bien, c'est un marché qui est en plein essor. Nous, on veut partager notre savoir-faire événementiel avec ces gamers qui sont des jeunes, qui sont des gens assez cool, et c'est marrant, mais ça va être un sacré truc, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai vu quand même des copains qui couraient après Pikachu dans le village pendant tout l'hiver, je me suis dit, on n'est pas si faux. Dans cette histoire. Non, mais c'est vrai. Alors, un autre point, un autre défi, j'ai envie de dire, pour cette édition 2022, vous l'avez présenté aujourd'hui en conférence de presse, c'est le Caribana We Care, avec une volonté d'engagement pour le développement durable et l'écologie, et un objectif d'émission CO2 nul pour l'édition 2022. Non mais comment c'est possible ça, Tony Lerche? Alors, nous, on l'avait prévu en 2020, mais on ne pensait pas qu'on aurait pu faire la zéro émission pour 2020 déjà. Donc, on a continué à travailler sur nos concepts écologiques et sociaux, hein, parce que c'est un tout pour nous. Pour un festival de musique, c'est de la science-fiction, zéro émission. Oui, alors ça ne pourra pas se faire sans l'aide du public. Donc, on proposera aux automobilistes de participer à l'effort du festival, un gros effort qu'on va faire en prenant une taxe de 5 francs pour venir en voiture. Après, si tout le monde vient en train, ben, on sera OK. Mais on sait bien qu'on n'est pas à côté d'une gare, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que sans l'aide du public, on ne pourra pas le faire. Je suis sûr que si le public joue le jeu, les artistes jouent le jeu, parce qu'on a déjà une stratégie de demander aux agences et aux groupes de participer eux aussi à arriver le plus naturellement possible au festival. Donc, de ne pas venir en tourbus, c'est ça? Ah ben, je sais pas si arriveront en bateau à rame depuis le Rhône, mais on verra bien. Mais disons que c'est l'idée de participer à l'effort global que fait la planète, et d'être un des acteurs principaux, et puis de montrer peut-être aussi, parce qu'on a des technologies qui existent aussi. Hein. On aura une machine qui crée des énergies, donc fuel ou électrique à partir de notre plastique qu'on va utiliser pour ça. Donc on va essayer aussi des nouveaux concepts. Il faut essayer d'être un peu aventurier. Caribana a toujours été un peu là-dedans. Et aussi, j'ai envie de dire, ce Caribana We Care, finalement, c'est aussi pour être dans l'air du temps. Ouais, alors, moi, ça a toujours été une volonté de le faire. Et puis là, on avait plein de gens, soit dans le social, dans l'organisation. Notre organisation, on va être une organisation beaucoup plus plate, où les gens ont plus de décisions à un niveau hiérarchique plus bas, je dirais, par rapport à une structure classique. Et tous ces modèles se sont mis ensemble. On a trouvé Bruno, qui s'occupe du We Care plutôt écologie. Il va nous tracer tous nos déchets. Il fait beaucoup d'efforts pour qu'on soit compatible. Puis je pense que c'est un effort qu'on se doit de faire de toute façon, parce que je pense qu'à terme, les gens n'auront plus des manifestations qui polluent autant qu'avant. Je terminerai sur cette question, Tony Lerche. 30 ans de Caribana, édition 2022, c'est votre dernière? Je voudrais vous dire oui, mais au niveau opérationnel, je suis déjà plus tellement dans l'opérationnel pur, honnêtement, et je dois apprendre effectivement à quitter les décisions plus stratégiques, plus opérationnelles, officielles. Par contre, tout ce qui est projet futur ou technologie, We Care, ça m'intéresse quand même beaucoup. Ça m'a toujours pris à cœur, et j'aimerais bien aider les équipes, si je peux, avec ma maigre expérience là-dedans, pour perdurer ça et qu'on soit vraiment leader du domaine si on arrive.
Bon, très bien. Et puis, allez, une petite dernière question. Vous irez voir qui au Caribana? Le premier artiste qui vous vient en tête? Oh, ben, il y a évidemment Fatboy Slim, me réjouit quand même. Je l'avais vu comme je l'ai jamais vu, je vous cache pas. Puis après, c'est tous les nouveaux artistes sur la scène du lac. Je me réjouis beaucoup le mercredi avec Grandson et Holding Absent sur la scène du lac, les Roqueux. Et ben, bon festival, Tony Lerche, merci. Oui, merci. Et puis, vive le rock quand même. Hein. Voilà. Et puis, donc, Caribana, on donne rendez-vous, Andrea. C'est du 15 au 19 juin 2022. Puis, vous l'aurez compris, la billetterie ouvre donc demain, mercredi. De quoi faire peut-être vos cadeaux de Noël. Alexandre, merci beaucoup, bonne journée. Retour au bureau, à tout à l'heure. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.